commencer par faire un constat, en partant finalement de l'analyse de la situation qui est faite au corps ces dernières décennies, sur plusieurs plans. D'abord sur le plan des réalités sociales, de la vie sociale de nos sociétés, au sens large, et puis également du point de vue académique, d'une certaine façon. Et à partir de là, de tenter de répondre à la question de savoir ce que le corps finalement fait à l'enquête ethnographique et à l'anthropologie. Et partant évidemment aux sciences sociales. Alors c'est un objectif un peu ambitieux. À l'anthropologie, je vais réduire et je vais essayer de développer un peu plus, évidemment, ce que le corps fait à l'enquête ethnographique, dans la mesure où c'est vraiment l'objet, évidemment, de ce colloque. Alors évidemment, de ça, je vais le faire à partir de l'analyse, évidemment, que moi je fais de cette situation, qu'elle est discutable, on pourra en discuter d'ailleurs, mais aussi à partir de mon propre engagement dans la recherche et de mes propres options théoriques et méthodologiques, en essayant évidemment de me tenir à la bonne distance. Ça, évidemment, c'est compliqué. Donc d'abord, je voudrais faire un constat. Le constat de la place faite au corps. Donc d'abord, de le faire dans le champ savant, et puis ensuite, du côté des réalités sociales elles-mêmes, dans lequel chacun d'entre nous, l'ethnologue y compris, il est inclus. Donc, importance d'abord de cet objet corps, en quelque sorte, dans le champ scientifique, comme dans les pratiques sociales, je dirais même dans les médias, également, à partir, grosso modo, des années 70. Et puis avec une inflexion idéologique à partir des années 90, véritablement. On pourrait dire, pour dire en bref, qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait finalement que ne soit annoncé des colloques, qui un séminaire, qui une journée d'études, qui un ouvrage, un article, qui une émission de radio ou de télévision, qui prennent le corps de près ou de loin, d'accord, comme objet. C'est donc dire que aussi bien dans le champ savant que dans les pratiques sociales, le corps, finalement, est devenu une réalité, on pourrait dire, incontournable. Et ce n'est pas ce colloque qui va dire le contraire, d'une certaine façon. Alors d'abord, dans le champ savant, quelques éléments, très vite. L'inscription d'abord du thème corps au programme de l'agrégation en sciences sociales, la publication de plusieurs manuels de sociologie du corps, de 2 dictionnaires, du corps, l'expansion assez peu contrôlée sur le plan épistémologique de l'objet et du mot corps, dans le contenu d'un certain nombre d'ouvrages, d'anthropologie, d'histoire, de sociologie. Le succès incroyable et la promotion du texte de Marcel Mauss et Technique du corps, désormais absolument incontournable, alors que ce texte est resté pendant très longtemps absolument inaperçu. Bref, que l'intérêt pour le corps dans les sciences sociales, à la fois comme objet, mais aussi comme instrument on peut dire, de lecture du monde social, ne se dément pas. Et je dirais même qu'il s'est intensifié d'une certaine façon. Alors, une remarque tout de suite, c'est que cet intérêt n'est pourtant pas, on pourrait dire, unifié autour d'un paradigme qui serait un paradigme clair, mais au contraire, il est très dispersé. Et j'en reparlerai un peu plus tard. Ce qu'on peut déjà noter, c'est la polysémie, effectivement, de ce terme, qui peut être finalement approprié par les uns, par les autres, et aussi par différents partis. Alors, à la même période, c'est-à-dire les années 70, les sciences, plus les sciences sociales, mais les sciences de la vie et la biologie, dont l'objet est précisément aussi le corps, c'est-à-dire le vivant, rencontrent là aussi un franc succès. Et ces sciences sont, on pourrait dire, réappropriées aussi par ce qu'on pourrait appeler des passeurs, des intermédiaires, donc des journalistes, qui vont les transformer eux-mêmes en messages, on pourrait dire, de grande consommation. Et autrement dit, les sciences de la vie sont ainsi de plus en plus mobilisées pour rendre compte, on pourrait dire aussi, de phénomènes sociaux. Et quelqu'un, par exemple, que je connais bien, comme Sébastien Lemerle, qui s'est intéressé à cette question, du renouveau du biologisme, nous montre que finalement c'est un phénomène idéologique assez large et d'abord caractérisé, on pourrait dire, par un succès éditorial. Les ouvrages autour de ces questions ont rencontré un franc succès.
Et il montre qu'entre, on pourrait dire, 1968, c'est-à-dire fin des années 60, et les années 2000, toutes ces références. Et lui-même, ce succès, ce retour au biologisme, il le propose en 3 temps. D'abord les années, on pourrait dire 65-77, où on a 2 disciplines qui ont obtenu un prix Nobel, l'éthologie et la biologie moléculaire, qui sont investis par des éditeurs importants, dont Olivier Jacob. Et les ouvrages qui s'insèrent dans ces 2 approches s'inscrivent, on pourrait dire, dans une tentative de refondation des sciences humaines, par le biais précisément des sciences biologiques et médicales. Deuxième moment, c'est 77-87, c'est celle on peut dire, du renouveau de la socio-biologie, qui est articulée, on peut dire, à la psychologie comparée et à la théorie de l'évolutionnisme, de la vie sociale. Là, moins de succès en France, mais quand même succès, en plus dans les pays anglo-saxons, mais tout de même. Et puis, troisième moment, en 83, et juste, on peut dire, en 92, commencent les années, on peut dire, cerveau, avec la publication du fameux ouvrage de Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, qui sont marqués par des discussions, là pour le coup, et ça nous intéresse, très, comment dire, avec une ambition non seulement philosophique, mais aussi anthropologique, qui sont menées par des spécialistes de sciences du cerveau, ainsi que par des psychologues également, des psychobiologistes, etc. Bref, quelqu'un, par exemple, qui est très médiatique, comme Boris Cyrulnik, c'est quelqu'un qui est justement à cette interface, précisément. Alors, ces pensées, on pourrait dire biologiques, ont d'abord relativement peu d'écho en sciences sociales. Par contre, force est de reconnaître que les neurosciences suscitent beaucoup plus d'attention et d'intérêt en sciences sociales, et en particulier du côté de la psychologie et du côté de l'anthropologie. Et dans les années 80-90, l'entrée des biologistes dans le champ intellectuel est en lien, il me semble, là aussi, avec la multiplication des enjeux qui sont liés d'une part à l'éthique et d'autre part au corps. Et il me semble que la démarche qui consacre vraiment cela, c'est précisément en 83 la création du fameux Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui est souvent abrégé en Comité consultatif national d'éthique, le fameux CCNE. Voilà. Et ça, c'est 83. Ainsi, on pourrait dire, pour essayer de résumer, le développement des sciences cognitives, des neurosciences, l'apparition même de la neuropsychologie, voire d'une neuroéconomie aujourd'hui, voire même d'une neuroesthétique, on parlait tout à l'heure d'esthétique, une neuroesthétique, et puis par ailleurs de l'accès des médecins et des biologistes à l'espace public, aux médias, et aussi dans des instances décisionnelles, finalement sont d'autres indices, là aussi, qui tendent à montrer que le donné physique, biologique, est devenu, on pourrait dire, une sorte de prêt-à-penser, véritablement. Deuxième point, qu'est-ce qu'il en est dans les pratiques sociales elles-mêmes? On pourrait dire que l'intérêt pour le corps se retrouve, là aussi, très concrètement, dans les pratiques sociales. Pareil, dans les années 60-70, elles sont marquées par une attention accrue aux exercices corporels, au sport, aux pratiques sexuelles, au travail des apparences, aux soucis de soi, au développement personnel, etc. etc. Bref. On pourrait dire qu'il y a un certain nombre de pratiques sociales qu'on peut essayer d'identifier, qui cherchent, on pourrait dire, à faire reconnaître l'existence du corps, des corps, du donné biologique. Par exemple, autour de la perte et de la mort. On en parlait avec votre intervention tout à l'heure. Par exemple, il faudrait, aujourd'hui, retrouver du corps pour faire son deuil. C'est-à-dire la nécessaire présence du corps, c'est-à-dire voir, toucher, le cadavre, par exemple, pour permettre de faire son deuil. D'ailleurs, faire son deuil, c'est une expression qui a eu un tel succès qu'elle est même entrée dans le langage administratif. C'est pour dire, alors que c'était une catégorie au départ scientifique, psychologique. Ou, par exemple, la question de l'origine. Tous ceux qui sont, par exemple, nés de filiation artificielle. Il faudrait savoir. Ou la question de l'identité vraie.
Par exemple, toutes les opérations pour changement de sexe, la question du transsexualisme, voire la chirurgie réparatrice, ou même esthétique, hein, ou même la question des pratiques sexuelles, hein, la question de son identité. Là, il faut que ça se vive par corps. Hein. Ou alors, autre exemple encore, son rapport à l'enfant. Hein. Par exemple, amélioré par l'allaitement. Aujourd'hui, pour les hommes, maintenant, les premiers soins au bébé sont essentiels. Les hommes devraient absolument... les enfants s'en porteraient mieux. Il faut couper le cordon ombilical, absolument. Bref. On pourrait dire que de ce point de vue-là, le corps n'est pas seulement devenu, on va dire, bon à penser pour l'équilibre psychique, mais aussi pour le renforcement du lien social, le renforcement de l'identité individuelle. Et par ailleurs, il est aussi tout simplement bon à regarder, bon à voir, bon à toucher, bon à retrouver, et évidemment, il est bon aussi d'en jouir. Alors, de ce point de vue-là, il s'agit plus seulement, il me semble, d'avoir un corps, mais il s'agit aussi d'être un corps. C'est-à-dire, finalement, d'être son corps. À la fois donné, élément biologique, mais aussi expression de soi, et expression aussi des conditions sociales et culturelles de soi. Et cette question, on va dire, elle a une résonance très intense. Il me semble, tant dans les sensibilités collectives que les dynamiques individuelles, et que, pour le coup, ce qui nous intéresse en plein, que dans le champ des sciences sociales elles-mêmes. Bref, pour essayer de rapatrier tout ça en quelques mots, on pourrait dire que la croyance, parce qu'il s'agit d'une croyance, selon laquelle le corps serait la vérité de la personne, est de plus en plus largement partagée. Alors, comment finalement en est-on venu peu à peu à faire du corps l'expression même de notre identité? Qu'est-ce qui nous conduit à ces exigences de lisibilité du corps, à finalement un changement de nos représentations, où le penser par corps, finalement, ou par ces représentations, s'avérerait jouer un rôle essentiel dans nos sociétés aujourd'hui. Premier élément donc, de réponse, je voudrais regarder d'abord ce que le corps fait en anthropologie, mais en essayant un peu de ne pas être trop long, pour pouvoir m'attarder un peu plus sur ce que le corps fait à l'enquête ethnographique qui nous intéresse plus directement dans ce colloque. Il me semble que ce que le corps fait à l'anthropologie, et partant aux sciences sociales aussi, c'est d'abord, c'est une évidence, mais c'est bon de le rappeler, c'est d'abord un partage entre nature et culture. Et le corps, il me semble ici, qu'il se présente comme une ligne de feu, comme un objet en partage qui cristallise des positions antinomiques et qui suscite des débats et des polémiques. On est tous d'accord pour parler du corps, etc. Mais finalement, derrière, on va dire, ça cartonne. C'est pas simple. Il y a une position très différente. Il me semble qu'il y a une véritable ligne de feu. Effectivement, la difficulté de prendre le corps humain comme objet d'étude tient à ce qu'il est d'abord l'incarnation d'une personne. Et que cette relation corps-personne peut être qualifiée tout simplement comme un rapport de possession ontologique. C'est-à-dire que parmi les conditions qui font que je suis la personne que je suis, il se trouve que je suis constitué de ce corps-là. Par exemple, je fais 1m96, ben, c'est pas la même chose que de faire 1m70. Voilà. Etc. Bon, bref. Donc pendant longtemps, finalement, on le sait, et on l'a sans doute oublié, pendant longtemps, on peut dire la pensée philosophique et littéraire d'un côté, et la médecine et les sciences naturelles de l'autre, vont concourir à penser le corps comme, finalement, on pourrait dire une donnée biologique, et l'expression, on va dire, naturelle d'une forme de nature profonde. Et évidemment, les sciences sociales, et l'anthropologie en particulier, contre cette espèce d'évidence, en quelque sorte, l'hypothèse du corps comme construction sociale, implique évidemment de penser le corps comme l'objet, l'enjeu et le produit de la socialisation, qui fait ainsi du corps à la fois, on pourrait dire, le lieu de la représentation, mais aussi de la reproduction, non seulement des individus, mais aussi des identités sexuées et des identités sociales. Le corps donc, mettrait donc en jeu une socialisation, on pourrait dire, polymorphe, d'autant plus difficile
à saisir qu'elle est évidemment diffuse, hein, et qui s'impose toujours avec l'évidence du naturel, évidemment. Ainsi, il n'existerait pas à proprement parler d'anthropologie finalement du corps, mais plutôt une anthropologie, hein, des usages sociaux, culturels et politiques du corps. Toute pratique sociale étant évidemment à la fois une mise en jeu du corps, hein, et par là même une production, on pourrait dire, dirigée par et pour, hein, une société donnée. Toutefois, les choses se compliquent dès qu'on se penche sur la manière dont le corps est concrètement, on pourrait dire, défini, utilisé et transformé. Et finalement, s'il nous oppose à l'analyse d'un certain nombre de difficultés, c'est que son appréhension dans sa matérialité même, hein, pose un certain nombre de problèmes épistémologiques. Et s'efforcer, on pourrait dire, de saisir cette matérialité du corps, finalement, conduit toujours vers autre chose, vers d'autres domaines, hein, d'autres dimensions, et qui se donnent évidemment comme, à penser comme centrale à ce qu'est le corps. Hein. Autrement dit, le corps est tout sauf un objet facile à penser. Et le premier obstacle, finalement, tient au fait que le corps se présente, finalement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, comme un objet, on va dire, naturel, hein, comme allant de soi, d'une certaine façon. Et le sens commun, évidemment, mais pas seulement le sens commun, quelquefois aussi les sciences sociales, hein, parfois, hein, renvoient à l'évidence de cette naturalité du corps comme fondement, par exemple, aux questions qui touchent à la sexualité, à la différence des sexes, à la filiation, à la bioéthique, hein, toutes choses qui font évidemment débat dans la société. Bref, que le nœud de l'affaire, c'est finalement de renaturaliser le corps, d'une certaine façon. Hein, en le liant tout simplement de la fameuse dichotomie nature et culture. C'est ça la difficulté, d'une certaine façon. Alors, évidemment, cette question elle est particulièrement sensible, hein, parce qu'elle renvoie aux polémiques et aux dérives de la sociobiologie et évidemment à ses implications politiques. Et ces implications politiques, avec une ombre portée, hein, qu'on a tous évidemment en tête, l'ombre portée de la raciologie, hein, du XIXe siècle, de l'eugénisme et de ces sinistres mises en œuvre au XXe siècle. Il y a un traumatisme carrément autour de cette question-là. D'où la difficulté, effectivement, aussi à dépasser ce fameux clivage nature-culture et finalement, sans doute aussi, la difficile réception de l'anthropologie cognitive, hein, qui est elle-même une nébuleuse, finalement, recouvrant différentes conceptualisations. Qui pourtant, en remarquant au passage, sera peut-être même à même de reformuler la question de manière finalement intéressante, et en tout cas peut-être d'apporter un autre type d'éclairage. Bon. Deuxième obstacle, c'est celui évidemment qui est attaché à la polysémie de l'objet et finalement à la diversité, hein, des manifestations et des techniques du corps. Et que, évidemment, si l'anthropologie a bien montré que la culture s'inscrit sur le corps, hein, le problème c'est qu'elle en arrive à une pluralité, d'une certaine façon, de conception, de représentation, hein, qui sont finalement relativement irréductibles entre elles. Bref, que d'une société à l'autre, d'un groupe social à l'autre, les images se multiplient, les manifestations du corps prolifèrent, soulignant quoi? Soulignant une polysémie fondamentale, hein, qui sont liées aux conceptions du corps, de la personne, bref. Donc une très grande labilité, une très grande difficulté finalement à saisir cet objet. Par exemple, il peut être l'objet d'un discours ou il peut être support d'un autre discours. Il peut être pensé comme un instrument de contrainte, de pouvoir, de domination pour certains. Je pense en particulier à Bourdieu, à Elias, à Foucault, qui ont très bien pensé cette question-là et qui ont fait ça, des instruments de contrainte, de pouvoir et de domination. Mais il peut être pensé aussi comme une manière de promouvoir une philosophie du sujet, de l'individu. Bref, que c'est une ligne de partage entre naturalisme et constructivisme. Et que le succès de l'objet corps, d'une certaine façon, et la prise en compte des déterminations physiques, biologiques, etc., accentuée d'ailleurs par le tournant cognitiviste, hein,
on pourrait dire, semblent relever d'objectifs différents, voire même, parfois, qui sont complètement incompatibles entre eux. Bref, que lorsqu'on interroge l'énigme de la chair, ce sont autant l'épaisseur sédimentée du langage et les incessants déplacements du regard qui répondent finalement. Par exemple, on a eu ces dernières années une très belle histoire du corps. Bon, il n'y a pas d'histoire du corps, par exemple, qui ne soit en même temps une archéologie des discours et une généalogie des regards, finalement. Et que le problème central est que, finalement, l'acte de connaissance, l'acte de connaissance, et ça c'est Derrida qui le dit, passe généralement par le fait de passer le corps sous silence. Derrida disait, passer sous silence le corps est déjà le premier geste de celui qui écrit. Pourtant, et ce que là on est à la preuve, force est de reconnaître qu'il y a aujourd'hui tout un mouvement qui vise, au contraire, à mettre le corps en scène, à lui faire jouer, on pourrait dire, le premier rôle, voire à le faire parler en première personne. Juste deux exemples, on pense par exemple au roman là, de Brigitte Giraud qui s'appelle Avoir un corps de Daniel Pénac, Journal d'un corps, deux très beaux ouvrages, deux très belles expériences littéraires qui voilà, prennent le corps en première personne. Alors, penser finalement, alors il me semble que, oui, pour revenir sur la question, il me semble qu'aujourd'hui, penser à partir du corps et en particulier les défis des biotechnologies, les nouvelles interactions du naturel et du culturel, est certainement un des enjeux majeurs des sciences sociales aujourd'hui. Et simplement pour se cantonner à l'espace français. Il suffit de penser aux travaux de Philippe Descola et de Bruno Latour, par exemple, qui eux-mêmes tendent, dans leur théorisation, à déconstruire ces catégories. On pourrait dire des catégories a priori du raisonnement sociologique et du raisonnement anthropologique, et qui envisagent, pour le coup, justement, des frontières, une pluralité des frontières de l'humanité. Toutefois, il me semble que la montée en puissance des savoirs et du discours de la biologie et des sciences cognitives correspond, on pourrait dire, dans le champ académique, à une mutation du rôle de l'intellectuel dans l'espace public. Ce dernier devient aujourd'hui davantage un expert, figure traduisant évidemment un certain rapport au pouvoir. Et elle est portée par une rhétorique du dépassement des approches traditionnelles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement une contestation en règle du structuralisme et du marxisme qui s'inscrit évidemment politiquement tant dans la nouvelle droite que, on va dire, dans la gauche réformiste. Bref, que l'entrée des biologistes et des cognitivistes dans le champ intellectuel et social est en lien avec la multiplication des enjeux politiques et sociaux autour de la question du corps et autour de la question de l'éthique. Et que le rapprochement de la psychologie à ce mouvement, notamment à travers les approches cognitives et comportementales, tend à psychologiser l'explication des comportements individuels, voire collectifs. Et que les approches biologiques et psychologiques du social servent alors de guide d'interprétation du réel, fournissant, on va dire, des moyens d'action sur le monde social directement. Ce mouvement, finalement, montre également les affinités entre ce qu'on pourrait appeler le sujet, le fameux sujet, promu justement par le biologisme et le psychologisme, et le mouvement de transfert de l'individu à l'individu on pourrait dire, de la responsabilité de sa trajectoire de vie. On peut observer dans de nombreux domaines, social, la santé, l'économie, l'esthétique, la politique, etc., qui conduisent, pour le dire simplement, à limiter les interventions publiques en reconstruisant la question sociale, et en accentuant la responsabilité, en faisant porter sur les individus, on pourrait dire, la responsabilité des difficultés qu'ils vont rencontrer. Bref, que sous ces pavillons se dégage, à mon sens, une tendance très claire, que j'analysais par ailleurs, à psychologiser les rapports sociaux et les modes d'intervention concernant les écarts latents, également légitimes. De ce point de vue,
pour le dire de manière un peu abrupte, ce que le corps fait à l'anthropologie, via la promotion justement des visions naturalistes de l'homme et de la société, c'est finalement l'affaiblissement des pensées critiques, premièrement, deuxièmement le retour du sujet, et troisièmement une forme de, on pourrait dire, de physicalisme social. Alors certes, la montée en puissance des préoccupations pour le corps a permis aussi d'autres choses. Elle a permis bien sûr une ouverture à une anthropologie des sens, à une anthropologie du sensible, des émotions, des affects, du genre, de la sexualité, de la pornographie, etc. etc. Ces champs sont en plein développement, et cela est trop connu pour jouer à table, et d'ailleurs on avait de nombreux exemples pendant ce colloque. Certes, l'anthropologie et les sciences sociales françaises, comparativement aux anglo-saxons, on va dire, ont plutôt bien résisté aux sirènes du cognitivisme, et aux travaux pour le biologique dans leurs explications du social, et ils ont été relativement fidèles à l'axiomatique durkheimienne de l'irréductibilité du social et du culturel biologique. Alors passons, si vous voulez bien maintenant, à ce que le corps fait à l'enquête ethnographique. Alors, la première chose, il me semble, que le corps fait à l'enquête ethnographique, et je viens d'en parler, c'est le retour du sujet, de l'acteur sur l'agent, de l'individu sur le groupe, du singulier sur le social. C'est-à-dire, finalement, la tendance à privilégier l'expérience spécifique, en première personne, une forme, on pourrait dire, d'existence au singulier. Et pour ça, il faudrait entrer dans, on pourrait dire, la profondeur de l'individu, se focaliser sur son senti, ses émotions. C'est par exemple l'objet de l'anthropologie existentielle d'Albert Pierre, dont l'objet est le volume d'être, c'est-à-dire, pour reprendre ces termes, une présence complexe d'actions, de ressentis, de pensées diverses et de gestes mineurs. Il s'agit de saisir les détails de son remplissage, dont la singularité détaillée se déploie, irréductible à la logique du processus, du réseau et des relations. Alors là, pour le coup, c'est quand même pas le moindre des paradoxes que ce type d'approche en vienne à critiquer la méthode ethnographique. Parce que, tout simplement, elle se focaliserait trop sur la relation entre enquêteur et enquêté, n'exprimant pas suffisamment comment la personne est réellement, écartant la dimension singulière et existentielle de l'homme. Il me semble au contraire que le corps rend nécessaire une théorie des relations intersubjectives et pas seulement une théorie des rôles sociaux et des rapports sociaux. Finalement, qu'à trop se focaliser sur le volume d'être du chercheur ou de l'enquêté, on ramène l'objet de recherche à sa plus simple expression et finalement on restreint l'enquête. Le risque ici, évidemment, est également, en poussant les choses au bout, bien sûr, c'est finalement une sorte de narcissisme possible. La réduction de l'enquête ethnographique aux éprouvés du chercheur, à une forme de singularité, voire se réduisant à une sorte d'égo ethnographie, d'une certaine façon, qui sera, à mon sens, sans grand intérêt, si elle ne prend pas aussi en compte la relation aux enquêtés et au terrain de recherche humaine, évidemment. Cette démarche pourrait assez rapidement, on pourrait dire, faire penser à une nouvelle forme de postmodernisme, qui aurait une voie sans doute. Alors la deuxième chose, que le corps, pris au sérieux de sa matérialité même, fait enquête ethnographique, c'est réconcilier le corps vécu avec l'organisme vivant. De plus profond, finalement, corps et représentation du corps. Confondre les deux, évidemment, c'est s'interdire de penser les pratiques techniques, instrumentées, sportives, la culture matérielle, bref, tout le savoir-faire incorporé qui va nous unir spontanément au monde dans lequel nous vivons. Savoir-faire, évidemment, qui est indissociablement physique et social. C'est là, évidemment, toute la dimension de l'incorporation qui se joue à cet endroit, s'inscrivant dans le schéma corporel, tout à la fois, bien sûr, physique et mental. Par exemple, on peut tenir une raquette de tennis, un marteau, un pinceau, un stylo, une caméra, une moto, des palmes, des chaussures d'escalade, des chaussures de football, en ayant l'impression d'en bien ressentir les limites sensibles, de les avoir bien en main, de les avoir bien aux pieds, et qui sont finalement comme des prolongements de notre corps. Ces habiletés, ces gestes, ces mouvements, ces manières de faire, ces tours de main, ces techniques du corps, pour le dire en un mot, échappent évidemment à la
pleine représentation consciente de ceux qui les exécutent. Il s'agit alors de rendre compte du corps à corps des hommes et des femmes avec leur univers et de saisir les significations sociales et culturelles qui se tissent directement dans l'action en train de se faire. Et que toutes les discussions actuelles sur l'embodiment, que tentent de traduire difficilement le concept d'incorporation, déplacent ainsi la question classique d'une compréhension du corps vers celle d'une description des modalités de compréhension par corps, des situations, des actions, des pratiques. Et que, par ailleurs, le concept de chair élaboré par Merleau-Ponty est lui aussi finalement une forme de réponse pour réconcilier vécu, corps vécu, avec la biologie et la physiologie. La troisième chose que le corps fait à l'enquête ethnographique est qu'elle valorise le récit des conditions d'accès aux données, la forme, on pourrait dire, d'engagement du chercheur sur son terrain, et les efforts de réflexivité concernant la production des connaissances. En effet, les récits de conditions de production du savoir anthropologique se fait d'autant plus rare qu'il est convenu de répéter à satiété que ce travail ne saurait être formalisé. Inutile finalement d'exposer les procédures suivies et le cadre d'enquête, lorsqu'on présuppose que finalement le dépaysement suffit à garantir son objectivation. Par conséquent, le travail de terrain ne se transmettrait pas et ne s'objectiverait pas, il s'éprouverait, tout simplement. Dans cette perspective, le véritable travail resterait donc la mise en cohérence théorique du matériel recueilli, purement empirique, et finalement la subordination du travail de terrain au profit de l'étude du cadre conceptuel et des grands auteurs. Alors on saisit ici évidemment le paradoxe. En privilégiant le simple éprouvé de l'expérience comme une forme, on pourrait dire, d'expérience sauvage, d'immersion radicale, impartageable, on risque tout simplement d'exotiser cette expérience, de la substantifier. On se condamne d'une certaine façon à la vitrification de l'expérience et des conditions de production du savoir anthropologique au profit de la théorie, en passant sous silence évidemment les multiples contingences du terrain. Je préfère ici penser le contraire, c'est-à-dire la focalisation sur le corps de l'ethnographe et de ses interlocuteurs, les sensations, les émotions, les éprouvés, conduisent à une forme, il me semble, nécessaire de réflexivité et permettent de rendre compte du contexte dans lequel le chercheur a accès aux données, manière de se mettre soi-même en perspective dans la production des données dans le cas elles-mêmes. Évidemment, faire cela, c'est penser qu'il est important de mettre en évidence la part de subjectivité de l'opération d'analyse, parce que l'ethnologue travaille avec sa propre subjectivité. Il s'agit, selon des indications d'auteurs aussi différentes que Pierre Bourdieu et Jean Monod, d'objectiver sa propre subjectivité. Et cette démarche se fonde d'abord, évidemment, sur le travail ethnographique qui affirme le primat des matériaux et des théories indigènes, d'une certaine façon. Et que cette méthode est tout simplement basée sur l'intersubjectivité, chercheur, informateur, et elle suppose évidemment une très forte implication dans la culture de ses interlocuteurs. L'intérêt de cette méthodologie, de cette méthode, c'est qu'elle cherche tout simplement à rendre compte du lien qui unit le chercheur et ses interlocuteurs dans la production du savoir anthropologique. On arrive ainsi au second paradoxe de ce que le corps fait à l'enquête ethnographique, selon moi. Loin d'évacuer la réflexivité et l'intersubjectivité au profit du massif corporel, du physique, du vivant, bref, d'une certaine forme de naturalisme, et je vous avoue que c'est un risque, il ne faut pas se le cacher, cette direction permet au contraire de rendre compte de ce qui est généralement passé sous le silence, de ce qui va sans dire, voire de ce qui ne se dit pas. Et en allant dans cette direction, on ne trouve pas que le corps, bien entendu, le silence du corps et des organes, mais on y trouve aussi la parole et on y trouve le langage. Et on en a parlé précisément ce matin. Et pour prendre deux exemples personnels, j'ai moi-même évidemment pu en faire l'expérience dans une recherche sur les pêcheurs de corail en Méditerranée, qui plongent en scaphandre autonome, ou par exemple pour contrôler la narcose, qui est l'ivresse des profondeurs, un novice, eh bien, comment dire,
le novice doit nécessairement passer par, on va dire, les référents verbaux, d'accord, d'un corps ailleurs plus expérimenté, pour comprendre ce qu'il en est de la narcose et pour, on va dire, la contrôler tout simplement. Finalement, ce qui n'est pas directement visualisable, ou ce qui est plutôt difficilement interprétable, se reporte à, on va dire, des significations et ça se reporte à des énoncés d'une certaine façon. Mieux, ce qui est, on pourrait dire, du langage du corps et des processus d'incorporation, porte lui-même, il me semble, la trace du langage. Et que finalement, le langage n'est pas à distance de l'action. Même ténu, même absent, les pratiques langagières s'effectuent à travers le cours de l'action, et des pratiques sociales. Et que finalement, le silence lui-même ne va pas sans sa réciproque, c'est-à-dire la parole, tout simplement. Bref, que le langage, même le langage, n'est pas forcément directement présent dans la situation, et même quand il n'est pas directement présent dans la situation, il marque sa présence dans les catégorisations implicites. Par exemple, des corps ailleurs confirmés, c'est-à-dire dans la pensée, et que c'est le novice lui-même qui doit intégrer, doit arriver à contrôler la narcose. Bon, je ne vais pas faire tout un développement ici, ce n'est pas le lieu. Un autre exemple, simplement, pour renforcer mon propos, qui concerne un autre de mes objets, un objet là pour le coup massivement somatique, c'est le dégoût, la question du dégoût. Étudié principalement dans le champ sanitaire et social, de professionnels, on va dire, aux prises avec des corps difficiles, des corps dégradés, qui renvoient pour l'essentiel souvent à ce qu'on appelle le sale goût. Bon. Le dégoût, comme vous le savez, ça reste avant tout un affect qui est éprouvé évidemment intimement à la fois corporellement et psychiquement, dont l'expression dans les milieux professionnels est prise dans de telles contraintes que tout est fait pour que ce soit tu. Et comme tel, il constitue un objet de connaissance quasiment invisible d'une certaine façon. Et que pour le connaître, eh bien, il faut passer par la parole des personnes. Alors, par les observations, mais des observations qui sont aussi souvent assez difficiles. Il ne peut être évidemment que péniblement objectivé et mesuré, et il est difficile de faire l'impasse évidemment sur sa dimension subjective. En bref, le dégoût ne se dit pas facilement, que ce soit dans la vie quotidienne ou au travail. Et d'une certaine façon, un peu comme la souffrance, il n'y a pas de dégoût qui ne convoque en même temps un certain nombre de processus de défense qui ont pour principal objectif justement de les taire. Bref, que le dégoût n'est pas simplement une simple représentation a priori du chercheur, mais il se cristallise bel et bien dans des expressions, dans des mimiques, dans des gestes, dans des postures. Il s'exprime aussi explicitement à travers des plaisanteries, des exagérations, des mauvaises blagues, etc., qui visent à confronter le collègue, mais aussi implicitement à travers un certain nombre de mécanismes de défense. Bref, qu'il génère, si vous voulez, une véritable inventivité pratique. Alors, ce que le corps fait aussi à l'enquête ethnographique, c'est renforcer, mon Dieu, s'il en était besoin, une posture descriptive. C'est-à-dire une posture à double distance des approches positivistes du monde social, d'un côté, et vis-à-vis des évaluations moralistes ou, on va dire, idéalistes ou idéologiques des faits sociaux de l'autre. À cet égard, la posture descriptive vient renforcer évidemment on pourrait appeler le recours à la narration. Description et narration sont alors imbriquées évidemment dans ce programme, mais évidemment cela est trop connu pour que je m'y attarde. Ce que le corps fait à l'enquête ethnographique encore, c'est finalement une posture acritique, qui revient à prendre au sérieux les pratiques et les représentations que les acteurs se font du monde, sans chercher à les voir, on pourrait dire, comme une sorte d'illusion, à dévoiler par la confrontation avec le réel. C'est aussi évidemment une position constructive, puisqu'il s'agit d'être attentif aux émotions, aux pratiques, aux manières dont les acteurs eux-mêmes construisent leur monde dans un système particulier de contraintes et de normes. Il s'agit là, ne le cachons pas, d'un évitement du politique, d'une mise au placard de la question politique et des rapports sociaux. Je l'ai déjà laissé entendre lorsque j'ai évoqué précédemment ce que le corps faisait à l'anthropologie. Il me semble qu'une manière d'éviter cette difficulté, c'est finalement d'adopter une posture d'observation à ce que j'appelle une échelle intermédiaire, c'est-à-dire celle des institutions.
pour permettre précisément la saisie des rapports de pouvoir qui sont trop souvent évincés d'une approche microsociale. Et il me semble que l'enquête ethnographique est particulièrement adaptée à un tel objectif. Observer des corps enracinés dans des conduites sensorimotrices, dans une culture matérielle, et puis articuler des formes de verbalisation. L'échelle d'observation, il me semble peut-être que difficilement macro-sociale. En effet, dans la mesure où les techniques du corps, les habiletés, les formes de subjectivation et les mises en objet peuvent être extrêmement diversifiées à l'intérieur d'une même société. Et que l'adoption d'une échelle d'observation macro-sociale se heurte en plus à la dérive culturaliste qu'elle a tendance à susciter. A l'inverse, donc, l'enquête ethnographique a le mérite de coller de près à la diversité des pratiques et permet d'observer le corps en première personne et en troisième personne. C'est ça, par exemple, que nous avons adopté avec Dominique Mémy et Emmanuel Taillet dans notre travail sur le dégoût, que nous avons appelé le dégoût d'institution, par exemple. Quels effets produisent l'odeur nauséabonde du staphylocoque, ou la vue de verre grouillant sur une plaie jusqu'à l'os, sur les professionnels de la santé voués à soigner et à mettre à distance leur affect. Comment on peut neutraliser les excrétions du corps, le sang menstruel, la sueur, le sperme, etc., dans des lieux où leur brutale apparition est vécue comme une inconvenance, une agression des sens, etc., etc. Bref, les institutions offrent, si vous voulez, finalement, deux portes d'accès. D'une part, aux sociétés politiques dont elles font partie, et de l'autre, aux pratiques des sujets qui les composent. Ces derniers sont soumis évidemment à des contraintes à la fois locales et globales et sont conduits à procéder évidemment à des formes d'arbitrage. Une telle approche du corps et des conduites sensorimotrices, dans leur cadre institutionnel, évidemment ne saurait faire l'économie d'une ethnographie fine des pratiques. Elle est au contraire, il me semble, plus que jamais nécessaire. Mais finalement, les techniques du corps et les formes de subjectivation ne peuvent, en retour, ne peuvent pas être abstraites tout simplement de l'économie morale, qui leur sert de matrice. Alors, ce que le corps fait en enquête ethnographique, enfin, c'est une posture, on pourrait dire, expérientielle. C'est-à-dire une centration sur l'expérience, on pourrait dire, profonde. Cette posture, qui est défendue par exemple par Johannes Fabian, Barbara Wills et Dionys Neumann, entre autres en anthropologie, il y a d'autres, postule finalement qu'il ne suffit pas d'entrer dans les raisons de l'autre pour faire avancer les connaissances ethnographiques, mais que l'ethnologue n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est hors de son entendement. Alors, soit, par exemple, lorsque nous relâchons nos contrôles intérieurs, que nous oublions nos objectifs, que nous laissons aller. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il s'agit, en fait, de mettre à l'honneur la dimension extatique du travail de terrain, pour le dire en un mot. Alors, qu'est-ce que c'est alors, ce concept d'extase? Évidemment, il n'est pas à prendre dans son sens courant, et son sens courant qui se réfère généralement aux initiations, à des cultes, par exemple, des expériences et des comportements comme se saouler, se droguer, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt d'une forme de sortie de soi provisoire qui signe une qualité de l'action et de l'interaction humaine qui crée un terrain commun de la rencontre avec l'autre. En ce sens, l'extase est, tout comme la subjectivité, une sorte de prérequis, d'une certaine façon, plutôt qu'un empêchement, à la production de la connaissance ethnographique. Elle conduit donc l'ethnologue à explorer de nouveaux territoires. Cette expérience, évidemment, ne signifie pas du tout que l'ethnologue devienne indigène, mais elle est plutôt l'occasion d'avoir un aperçu des expériences et des réalités morales, émotionnelles, physiques, intuitives, spirituelles d'autrui, en prenant part tout simplement aux transformations dont nos autres font l'expérience. L'ethnographie ainsi produite ne perd pas en objectivité, puisqu'il s'agit toujours de comprendre le monde d'autrui, de s'en rapprocher le plus possible, mais elle gagne en faisant voir, entendre, sentir, toucher, goûter, ce dont il est question dans les pratiques, dans les représentations et dans les propos tenus par nos interlocuteurs rencontrés sur le terrain.
Rappelons, s'il en a été besoin, que le danger qui guette toute interprétation de la conduite d'autrui consiste à ce qu'on se mette insidieusement à penser à la place de ceux que l'on croit comprendre, nous rappelle Lévi-Strauss, et qu'on leur prête plus ou moins autre chose que ce qu'ils pensent. C'est en nous orientant donc à la fois vers la pratique d'autrui, vers ses éprouvés physiques, affectifs et mentaux, tels que manifestés dans des signes concrets, tangibles, qu'alors nous sommes en mesure de percevoir et de comprendre son activité selon son propre point de vue. Sans cela, sans, on pourrait dire, l'intersubjectivité enquêteur-enquêté et la possibilité pour l'ethnologue de s'en distancier pour le penser, il me semble que l'enquête ethnographique et anthropologique n'a pas grande signification. La démarche expérientielle elle-même, on peut le souligner, aussi une forme d'intersubjectivité. Et on ne peut pas l'exclure, sauf évidemment à déporter radicalement l'anthropologie et l'ethnologie à une place, à mon avis, qui n'est pas du tout la sienne. Alors j'en arrive à ma conclusion. L'objet de ce colloque était de prendre à bras-le-corps l'énigme de l'immersion par corps, de l'incarnation de la recherche et de celui qui l'a conduit. Quel est le lien entre mon corps de chercheur et l'objet d'enquête? Entre mon corps et le corps de mes interlocuteurs? Entre mon corps et moi? Et ce que j'ai entendu pendant ces 3 jours montre finalement une diversité de situations, une diversité de réflexivité, d'expériences en tout genre, de positions différentes, bref, montre que finalement, le mystère n'est jamais épuisé. La particularité de chaque terrain actualise en effet un travail de question et de décision, une stratégie d'enquête, une réflexivité spécifique. Et cette approche heuristique ruine effectivement toute forme de méthodologisme qui poserait a priori l'angle d'approche de la démarche. En clair, l'incertitude qui règne est donc finalement une condition essentielle de la recherche ethnographique, qui s'oriente à partir d'indices de pertinence qui sont relevés évidemment sur le terrain. De ce point de vue, on peut dire que anthropologie et sociologie convergent dans leur procédure, puisqu'avec la fin du grand partage, les terrains ne se distinguent plus véritablement. Est-ce à dire que ces 2 disciplines ne font plus qu'une? Sans le dire aussi brutalement, on pourrait dire, tout simplement dire qu'il y a une convergence qui ferait qu'on peut dire que l'anthropologie, j'entends des portes ouvertes, mais on peut dire que là, de ce point de vue, l'anthropologie est une science sociale. Bon. Alors, cette conclusion vous paraît triviale, mais elle est moins triviale qu'elle n'y paraît. On regarde ce que j'ai dit précédemment, car on ne peut pas se dissimuler les tentatives d'intimidation de ceux qui, au nom de la scientificité et de la question du vivant, tentent d'imposer des modèles naturalistes, biologiques, psychologiques, en anthropologie. Quand les corps deviennent ou redeviennent le lieu de l'identification, de l'expression des identités, alors il n'est pas étonnant d'appliquer au corps du chercheur lui-même un traitement identique. Et se poser la question de l'engagement du corps du chercheur dans la recherche. A l'inverse, mettre le corps du chercheur au placard, le passer sous silence, reviendrait ici à renforcer l'illusion d'une enquête objective, conduite par un chercheur désincarné, planant au-dessus de la mêlée de son terrain. Alors, qu'est-ce que signifie avoir un corps pour l'ethnologue dans une enquête de terrain finalement? Il me semble que c'est vivre en soi une part de l'autre et la restituer le plus exactement possible, sans rien retrancher et sans rien rajouter. C'est parfois toucher autrui ou se laisser toucher par lui. C'est parfois aussi prendre sa distance, faire un peu comme la mère avec son bébé ou comme l'enfant avec ses parents. Voir, sentir, toucher, penser au plus proche et aussi au plus loin, alternativement, pour construire une connaissance. C'est finalement, paradoxalement, donner plus à réfléchir qu'à ressentir. Voilà, un corps pour la pensée, un corps avec la pensée indissociablement. Nous sommes jusqu'au bout l'enfant de notre corps, un enfant déconcerté, écrit Daniel Pennac dans Journal d'un corps. Eh bien, à la fin de ce colloque, moi aussi, je suis un peu déconcerté. Déconcerté par
ce foisonnement, mais finalement, je suis vivant et heureux de cette richesse-là. Et on pourrait dire que c'est ainsi que l'ethnographe est un homme et une femme incorporés. Voilà. Ex homo.